Oh, oh. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Questionnement un peu partout dans le monde sur l'attitude d'Israël. En fait, depuis l'attaque au Qatar, ce qui se passe présentement à Gaza, on a l'impression que plutôt que de se calmer là-bas, Israël est vraiment se lance dans toutes les directions, dans une agressivité là, accrue. Sans l'ombre d'un doute, aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, disait Gaza brûle et semblait s'en réjouir parce que c'est le début d'opérations qui ont commencé cette nuit. Alors, des opérations militaires sur Gaza, il y en a depuis, je dirais, de nombreux mois, presque 2 ans. Mais une accélération donc dans la nuit parce que c'est aussi une opération terrestre qui est mise en place, qui était annoncée depuis plusieurs semaines par le gouvernement israélien, avec une volonté de prendre le contrôle de Gaza City. Il y a 350 000 personnes qui ont dû quitter au cours des derniers jours, dernières heures, sachant que ça serait risqué d'y rester. C'est une opération qui donne à penser que les Israéliens vont être là longtemps, comme ils l'ont promis d'ailleurs à Gaza, Gaza City. Donc, une opération d'occupation, opération militaire prolongée, qui pourrait aussi signifier un enlisement pour les Israéliens. Puis ta question, c'était un sentiment qu'ils sont tous azimuts. Je pense que l'horizon, parce qu'il y a beaucoup de pièces de notre puzzle qui se déplacent en même temps, l'horizon du 22 septembre aux Nations Unies, pas très loin de chez nous, à New York, où plusieurs pays pourraient officiellement reconnaître la Palestine comme État, des pays qui se faisaient tirer l'oreille jusqu'à maintenant. Je pense à la France, qui est un peu le leader du mouvement. C'est le président Macron à qui on peut faire plusieurs reproches de pas toujours être sur tout ce qu'il a promis à livrer la marchandise, mais qui a sur vraiment une ligne de crête. Hein. C'est pas simple que de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire jamais se désolidariser du droit d'Israël à se défendre, tout en faisant bouger le curseur. Je pense qu'il n'était pas prêt peut-être à reconnaître si rapidement la Palestine, mais que les événements l'y ont poussé. Mais derrière la France, il n'y a pas que M. Macron, il y a l'Angleterre, puis on verra si la visite entre Trump et la famille royale, puisque c'est une visite d'État. Il va rencontrer le premier ministre Starmer, mais c'est d'abord une grande visite d'apparat. Cette visite pourrait faire changer d'opinion le premier ministre, parce que c'est certainement quelque chose qui va être au menu. Les Américains sont vent debout contre cette idée que des alliés reconnaissent officiellement la Palestine. Le Canada est dans J'y l'autre arrivais, pays. le Canada joindrait le mouvement, si on comprend bien. Là. Joindrait le mouvement lundi prochain ou enfin la semaine prochaine, parce que c'est tout un mouvement qui s'organise autour de la question palestinienne dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et justement, à l'horizon de ce rendez-vous aux Nations unies, c'est comme Israël, si Israël s'était dit on n'a strictement plus rien à perdre, on fonce. Quand je dis qu'il y a plusieurs pièces à notre puzzle, il faut voir qu'il y a une commission d'enquête diligentée par les Nations unies, commission d'enquête dite internationale et indépendante, qui ce matin à Genève, il y a quelques heures, a pour la première fois employé le mot en G, génocide. Alors, il y avait un tribunal international qui avait dit qu'il y a des risques de dérive qui pourraient nous mener au génocide. Aujourd'hui, cette commission dit qu'il y a des leaders israéliens qui ont des propos qui encouragent au génocide et qu'il y aurait une pratique, donc, par extension, génocidaire. Et c'est pas de la sémantique, là. C'est pas pour savoir si on utilise le bon mot puis si on est capable de l'utiliser pour qu'il compte triple au Scrabble. Dans ce cas-ci, il compte triple parce que quand tu es dans le génocide, d'abord, c'est probablement dans le registre de l'horreur balisé par le droit international la pire des choses. Évidemment, Israël s'oppose véhémentement à cette décision, mais ça nous ramène à ce dont on a parlé un peu plus tôt, je pense, la semaine dernière, c'est qu'Israël marque des points importants tactiquement, des batailles militaires. La preuve a été faite, que ce soit contre le Hezbollah au Liban pendant sa guerre, contre le Hamas, qui pour autant n'a pas été complètement éradiqué, contre même des leaders du Hamas un peu partout dans le monde, à Téhéran. La semaine dernière, on a essayé d'éliminer l'équipe de négociateurs du Hamas qui était au Qatar. Malgré toutes ces victoires tactiques flamboyantes, il n'y a pas un horizon stratégique qui est pacifié pour le peuple israélien. Parce que le risque, il demeure, puis c'est aussi d'être totalement isolé, sinon pour les États-Unis, de la communauté Hmm. internationale.
Mais tu connais ma sensibilité là-dessus. Moi, je comprends là, qu'on veuille reconnaître là, un État palestinien éventuellement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça. Parce que dans le passé, on a vu à certains moments que si on créait un État palestinien, je veux dire, dans la Constitution, je ne veux pas exagérer, mais dans la Constitution de ce nouveau pays, on écrirait quasiment que le but de ce pays, c'est de détruire Israël, de détruire. Fait que, est-ce que tu crées un nouveau pays dans un esprit pacifique d'y vivre paisiblement, ou tu crées un nouveau pays dans l'esprit de donner une assise à des guerres futures parce qu'ils vont vouloir détruire Israël dès qu'ils vont... C'est un peu ça la question, là. En fait, la question de la guerre future est un peu rhétorique parce que depuis 1948, c'est un état de guerre larvée entre Israël et ses voisins et ça ne changera pas, quelle que soit la configuration, je pense, à court ou moyen terme. La question de ce que ça va changer, d'avoir reconnu officiellement la Palestine, symboliquement, c'est conséquent. Dans les faits, rien. Fuck all, pardonne-moi l'expression. Je pense qu'Israël est capable de faire tête à ce camouflet diplomatique. Et quant à la future constitution d'un pays, on en est très, très, très loin. Qu'est-ce qui serait compris dans l'entendement de ce futur pays? Aussi, on en est très, très loin. Et de plus en plus, les acteurs internationaux, y compris les Nations unies, disent oui, une reconnaissance officielle, mais sans le Hamas. Ce qui est extraordinairement difficile parce qu'évidemment, ils sont liés intimement les deux. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens pensent que le Hamas les représente bien. Loin s'en faut. Mais est-ce que tu peux en amont poser cette condition à la place des Palestiniens? Il faut voir aussi que d'autres pouvoir politique au sein de ce que serait la Palestine, l'autorité palestinienne complètement discréditée et qui gouverne sur l'équivalent d'un timbre-poste en Cisjordanie. Et quand je te disais qu'il y a beaucoup de pièces qui se déplacent dans notre puzzle, l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui la semaine dernière disait s'il fallait qu'Israël décide de faire main basse sur la Cisjordanie, d'annexer ces territoires-là. Donc, carrément, de balayer l'autorité palestinienne, sauf peut-être quelques micro-poches qui pourraient être laissées aux Palestiniens. S'il fallait qu'ils le fassent, c'est l'ambassadeur américain qui le dit, on n'a aucune raison de s'y opposer. C'est donc une forme de feu vert qui est donné. C'était une ligne rouge depuis toujours à ne pas franchir. Alors, les Israéliens l'ont souvent franchi. D'ailleurs, au moment qui les arrangeait le mieux. Je me rappelle, on en a parlé, il me semble, c'était il y a un petit peu plus de 8-9 mois, quand le secrétaire d'État américain Blinken était allé en Israël et que ce jour-là, ou la veille, les Israéliens avaient choisi de reprendre le contrôle sur la plus grande des portions de la Cisjordanie depuis 15 ou 20 ans. C'est une manière de dire aux Américains, on se fout de ce que vous pensez. Or, les Américains pensent à peu près comme les Israéliens aujourd'hui. Marco Rubio, le secrétaire d'État, était jusqu'à ce matin en Israël. Puis on se pose la question de ce qu'il a, oui ou non, donné son feu vert à cette idée que s'il le fallait, ça deviendrait pour Israël la réponse à la reconnaissance de la communauté internationale. C'est-à-dire, vous allez reconnaître la Palestine? Parfait. On va nous prendre d'une bouchée la Cisjordanie parce que d'abord, on se fout de ce que vous pensez et si vous nous forcez, on va agir. Donc, ça fait beaucoup d'éléments d'ici à lundi prochain aux Nations unies. Et dans ce contexte-là, évidemment, tu voulais peut-être en parler, mais Doha, les pays arabes qui se réunissaient hier pour discuter de l'attaque contre la délégation palestinienne qui était censée négocier avec Israël, et une certaine unanimité, en fait, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, d'autant que le Qatar, c'est pas le chum des Émirats arabes ou de Bahreïn, les deux pays qui ont signé les fameux accords d'Abraham. C'est des pays qui sont antagoniques. Alors, je pense pas que ni Bahreïn ni les Émirats vont renoncer à leur bonne intelligence avec Israël, mais à court terme, très, très, très difficile de faire semblant qu'il ne se passe rien. Beaucoup de pression. Le secrétaire d'État qui est justement là pour essayer de rabibocher les affaires, parce que la plus grosse base américaine dans la région, comme par hasard, est au Qatar. Et on a appris, je termine là-dessus, sinon je te laisse revenir, mais on a appris que la semaine dernière, Bibi Netanyahou était au téléphone avec Donald Trump une 50aine de minutes. Mais il n'y avait pas dit le contraire. Là-dessus, il me semble que Trump avait laissé entendre qu'il ne savait pas que cette attaque-là, qu'il n'avait même pas eu le temps d'avertir le Qatar, tellement il l'avait su à la dernière seconde. Alors, c'est Axios qui a sorti le scoop hier, disant qu'il y aurait eu une... D'abord que
Les autorités militaires américaines étaient conscientes plus de 2 heures avant le début des opérations que quelque chose allait se passer et que Bibi Netanyahou et Donald Trump se sont parlé 50 minutes avant que les missiles israéliens frappent leur cible. Donc, largement le temps de dire, s'il avait voulu s'y opposer, Bibi, t'arrêtes là. Mais la vérité, c'est que ce sont des alliés, mais les Israéliens, même quand on leur donne des lignes rouges, sont capables de les franchir. Et à chaque fois que Biden, le président Biden, en avait tracé des lignes rouges, M. Netanyahou ne s'est pas gêné pour les franchir, disant nos intérêts. La différence, c'est que M. Trump a dit Biden, c'est un faible. Les gens n'avaient pas peur de lui. Lui, Trump, Poutine, Xi Jinping, mais Netanyahou, quand Trump parle, les gens plient, les gens ont peur. Parce que lui, il est un homme d'autorité. Il n'y a aucun doute que c'est un homme d'autorité. D'ailleurs, c'est le sujet que j'espérais que... Je ne suis pas sûr que tu peux dire à Bibi Netanyahou « You're fired ». Il est assez bien installé. Mais c'était notre sujet. On en parlera probablement cette semaine avant qu'on apprenne ce qui se passait à Gaza. L'espèce d'autoritarisme qui monte aux États-Unis. Tu me diras, c'est pas nouveau, mais il y a vraiment des gestes que pose le président Trump pour imposer son pouvoir, son autorité qui peuvent inquiéter. On y reviendra. À l'ordre du jour de demain, mais il faut aussi que tu me prépares à l'ordre du jour de demain, il faudra parler du faste, de la belle vaisselle, les chevaux, le carrosse. J'ai compris qu'il va être bien accueilli. La solde d'ouvre qui est au menu, pas de hamburger pour le président, c'est la solde d'ouvre que le roi et sa femme vont servir. Bon, à demain, Stéphane.